Et donc, on a fait pendant des années des travaux d'abaisseur. En fait, on verra en biomécanique que c'est n'importe quoi. Mais c'était français, ça aussi. Et on verra aussi, en fait, dans quel cas, en réalité, on vient vraiment travailler les abaisseurs. Ça peut arriver, mais dans des cas très particuliers. Donc, la coiffe, elle se préactive avant le mouvement. Hyper important. C'est vraiment, s'il y a une donnée, pour à mon sens, qu'il faut retenir, déjà de l'anatomie, c'est que la coiffe, c'est une nappe tendineuse, c'est une véritable coque. Il y a une co-contraction musculaire et ça permet de vous donner votre point fixe sur la glène pour le mouvement. Et on peut bien imaginer qu'effectivement, si je n'ai pas une bonne activation de la coiffe aussi, que je puisse avoir des problématiques de glissement qui ne soient pas bien réalisées dans la glène. Donc ça s'active avant, 100 millisecondes avant le mouvement. Ça fait, il y a plusieurs études qui l'ont remontré, ça a été remontré par des études plus récentes, encore une fois, de Karen Jean qui fait beaucoup de MG, et on avait déjà cette info avant. C'est top. Bon, qu'est-ce qui se passe en réalité? Déjà, le bras le long du corps, on a une tension dans la coiffe, une tension passive. On a toujours une tension passive, un minimum. J'initie le mouvement, je vais avoir cette tension qui va devenir une vraie compression. C'est l'activation de la coiffe qui crée la compression, qui crée cette raideur en fait, qui permet après de stabiliser le mouvement dans les différents mouvements d'épaule. Ça, c'est quelque chose que vous aviez ou pas en tête, déjà, la coiffe. Et cette vision anatomique de la coiffe sur ces différents faisceaux et cette nappe tendineuse. Si on regarde de dessus, on a notre ligament acromioclaviculaire qui rejoint le coracoïdien, pardon, l'acromion à la coracoïde. Dessus, le sus épineux, en avant le subscap et en arrière, infraépineux petit rond. Ce qui est intéressant, c'est quand on fait une coupe comme ça, à nouveau dans un plan sagittal, hein, ici, hein, on a coupé l'épaule ici, qu'on regarde la structuration en fait dans la profondeur de la coiffe. On se rend compte qu'en fonction en fait des différents niveaux, on a des orientations de fibres tendineuses, et on verra même que même au musculaire ça se passe encore, il y a encore d'autres éléments qui sont différentes en fonction de l'étage. Que on a un ligament ici, coraco, vers où celui-là, huméral, qui vient être intriqué dans le système, qui lui-même a une orientation de collagène différente. Et en profondeur, qu'est-ce que j'ai donc? En plus bas, ouais, la capsule, avant. Donc l'espace intra-articulaire ici, le liquide, la synovie, la tête humérale, la capsule, ce ligament coraco-huméral et les couches profondes de la coiffe. Et au-dessus de tout ça, qu'est-ce que j'aurai encore là? Sous mon acromion, mon ligament acromio-coracoïdien, j'aurai un élément encore de glissement, la bourse. Petit aparté, cette organisation-là, multidirectionnelle comme ça, elle répond en fait à une demande de l'épaule. Contrainte multidirectionnelle. Bien foutu quand même. Quand j'ai petit aparté à ce fait-là, quand on parle d'une rupture transfixiante, quand vous voyez une rupture transfixiante de l'épaule, eh bien, tout simplement transfixiante, c'est que ça a traversé tout. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tout traverse? Ce volume ici et celui-là, ils communiquent. Donc, quand ils vous font les arthroscanners, ils regardent, ils injectent un produit de contraste. Et si le produit de contraste, il arrive là, c'est que c'est percé quelque part. Je caricature un peu, mais c'est ça l'idée. Attends, tu peux nous la refaire là sur le truc transfixion? Oui, bien sûr. Là, imagine que tu as ta bourse ici, tu as ta coiffe, tes ligaments, ta capsule. Non, parce que quand tu dis ta coiffe, tu isoles pas un tendon là. Ah ouais, moi je parle de la coiffe. Tu parles de tous les la tendons. Coiffe. Donc, parce que dans les comptes rendus, on a rupture transfixiante de tel ou tel élément. Oui, parce qu'en fait, ça te situe la zone. D'accord. C'est-à-dire que si tu es transfixiante
sur- du SUSEP, ou tu sais, avec un débord antérieur sur le subscapulaire, ça te situe en fait. Là, j'ai pas tout, Ah, d'accord. tu vois, j'ai pas tout dessiné. T'es localisé On a partout. Ok. On saurait si c'est plus antérieur, supérieur ou postérieur D'accord. dans l'orientation. Et ça, on va le revoir sur des schémas Ok. assez on revient, sympas. On revient sur les ruptures plus tard. Oui, Ok. oui, oui, oui. J'ai tendance, tu vas voir, à redonner des infos, à les repasser. Il y a une très belle photo là, du labo d'anatomie de Montpellier, où on voit vraiment cette nappe, quoi, cette coque presque. Où là, vous avez donc le subscap, le sus-épineux, infraépineux, petit rond. Et là, ça nous change un peu de la vision qu'on en a généralement sur les bouquins ou en 3D, où c'est juste des petits bouts qui finissent sur les mérus, etc. Là, on a cette notion-là. Et vous comprenez mieux ce rôle de co-contraction, coaptation du mouvement. Hein, on voit que ça vient coiffer, ça vient tac, C'est chouette, positionner l'humérus sur la glène. C'est ça que ça veut faire. Tac. Stabiliser le mouvement. On la voit toujours la tête de l'humérus. T'as l'impression qu'elle est encore là, hein, alors que c'est juste là. Quel muscle est quoi là? Alors devant ici, tu as le subscap, d'accord? Ici, tu as le supraépineux. Là, l'infraépineux. En fait, on l'a étalé, tu vois, on a tout coupé et ils l'ont étalé. Et tu vois que tout est relié en fait. Hein. On dirait un seul muscle. C'est incroyable ça. On verra avec finalement un peu la genèse un peu de l'épaule. Tout ça en bas, l'omoplate en fait. Ça, La tête humérale là et ça c'est autour de la tête humérale. Hein. Si je reviens, si on revient sur une photo. Ça me fait l'impression. Quand t'es une capsule active, quoi. Ça donne l'impression qu'elle est tirée vers l'arrière. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Hein. Voilà. Parce qu'elle est arrondie autour. Hein? Elle est arrondie autour de la, Voilà. de la tête humérale. Regarde. alors qu'il y a les En fait, c'est ça quand tu vois pas la partie là, c'est la partie postérieure. Voilà. Toi, tu la prenais comme ça là, tu vois. Et en fait, ce qu'on a vu là, c'est que cette coque que tu avais là, presque dessinée, il a dit on a encore l'impression qu'il y a la tête au-dessous. C'était ça prenait tout là. Ouais, ça me fait bizarre parce que du coup c'est tout. Mais là, ils ont sorti, en fait, tu vois, ils ont coupé, ils ont désinséré ici, ils ont désinséré là, de l'autre côté, ils ont dû se faire délaguer pour sortir la partie de l'os, et ils te le posent sur la table comme ça, et du coup, on la retrouve. Elle est magnifique, cette photo de Bonnel, c'est la plus belle qu'on a dans. Ça doit être sympa ta déco chez toi. Ça, il y a rien de médical chez moi. Promis. C'est sympa. Sauf frigo. Sauf frigo, je mets celle-là. C'est vrai qu'en voyant ça, ça me donne l'impression que tout a envie de l'amener vers l'arrière. Comme si, il y avait Non, elle est étalée là, tu vois, ils l'ont posée, donc te focus pas trop dessus, mais faut que on la revoie bien dans la 3D, d'accord? Alors il y a une zone un intervalle que vous connaissez sûrement, l'intervalle des rotateurs, qui est une partie antérieure entre le subscapulaire ici et le supraépineux, où on a finalement un reliquat un petit peu anatomique, c'est une zone très fine, l'intervalle des rotateurs, qui peut être un peu irrité facilement, notamment si vous posez votre main sur l'épaule ici, votre paume de la main, votre éminence sténare comme ça, si vous faites une extension, vous sentez que il y a votre tête humérale qui part vers l'avant et qui pousse contre votre main, et bien à ce moment-là, on distance cet intervalle des rotateurs. Sur une épaule qui est assez irritable, et bien, il vaut mieux éviter au départ ces mouvements douloureux, agiques, de la main dans le dos, parce qu'on le voit, ils arrivent au cabinet, c'est un mouvement qu'ils décrivent souvent, j'ai mal. Et c'est parce qu'à un moment, ils font ça, poussent sur l'intervalle. En intérieur aussi, on verra tout à l'heure que juste ici, dans cette partie-là, en fait, on a une bourse sous-coracoïdienne aussi. On a une bourse qui peut aussi venir en inflammation, on peut avoir une bursopathie qui s'étend jusqu'à là, à cette partie sous-coracoïdienne. Et en fait, le patient qui vient là, il a mal dans le dos, ça fait mal. En fait, on vient, on distance cet élément. Alors, on le protège dans une première intention, on évite ces mouvements en arrière. Et puis après, quand ça va mieux, tout est faisable. Hein.